Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle édition des webinaires de La Fusée. On est dans notre 3e édition de l'année et aujourd'hui, on parle d'un des sujets les plus populaires traditionnellement dans nos webinaires. On avait déjà eu beaucoup de succès pour les tendances 2025. On est donc de retour pour les tendances 2026 dans les médias sociaux. Donc, on a beaucoup de choses à vous partager en cette journée verglaçante du 11 mars. Et la chance que j'ai pour partager ces informations et pour vous mettre un petit peu à jour sur les tendances de médias sociaux, c'est que je suis avec Cassandra et Solène, qui sont des expertes en la matière et qui ont les mains dedans toute la journée. Salut Cassandra, salut Solène, vous allez bien? Bonjour, ça va bien? J'espère que tout le monde va bien. Effectivement, journée qui, nous l'espérons, ne va pas couper notre Internet, mais très contente d'être ici. Et salut Solène, toi aussi, tu es en forme? Oui, en forme. Effectivement, comme Cassandra a dit, on se croise les doigts qu'on ne perd pas notre connexion pendant cette belle présentation. Bon, on va espérer. Et puis, comme je le disais, Cassandra et Solène vous ont concocté un bon petit kit de recommandations et d'idées pour bien rentrer dans cette année 2026 qui est déjà pas mal entamée sur l'aspect médias sociaux. Avant ça, les petites présentations qui s'imposent. Cassandra, Solène et moi-même, on fait partie d'un collectif qui s'appelle Intégral, qui existe depuis une dizaine d'années maintenant au Québec et en France depuis un petit peu moins de temps, depuis 4 ans maintenant. Intégral, c'est un collectif de 3 compagnies. La première, c'est Digitad, dont font partie Cassandra et Solène. Digitad, c'est la brique performance du collectif. Donc, tout ce qui est marketing numérique, mais aussi tout ce qui est création, animation de réseaux sociaux, création de contenu, influence, etc., etc. Ensuite, on a Genia, qui est notre petite sœur dédiée à l'IA et à l'intégration des processus IA au sein des organisations. Et puis, on a La Fusée, que je représente aujourd'hui, qui est notre centre de formation. Ce qu'on fait dans la vie, c'est qu'on essaie de former les professionnels québécois à tout ce qui est marketing numérique et à tout ce qui est IA. On a des formations de groupe, on a des formations privées, on fait des ateliers, des conférences, plein de choses sur mesure. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur tout ça si vous le souhaitez. D'ailleurs, je vous enverrai un petit lien juste après avec les informations pour notre formation sur les médias sociaux. Et puis, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y en a sûrement certains parmi vous qui sont des habitués de nos webinaires. Vous savez qu'on finit toujours à la fin par un petit quiz de 5 questions pour voir si vous avez été attentif et surtout pour récompenser celui qui l'a été le plus. C'est-à-dire qu'on va offrir une formation aux gagnants du KO de finale. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et puis, l'autre élément qui peut être digne d'intérêt, si jamais vous voulez tenter ou découvrir les formations à la fusée, c'est qu'en utilisant le code MS20 sur toutes nos formations, donc pas juste sur la formation médias sociaux, vous pouvez profiter d'un petit 20% de rabais pour un temps limité. Donc surtout, n'hésitez pas à vous lancer. Et évidemment, nos formations médias sociaux couvrent l'aspect stratégie. Cassie va un petit peu en parler tout à l'heure. Et naturellement, intègre aussi ces sujets de tendance. Pour l'instant, le prochain webinaire n'est pas encore à l'agenda, mais vous recevrez tout ça par mail, le cas échéant. Dernier petit point avant de rentrer dans le vif du sujet. Je vois que le chat est déjà bien actif avec pas mal de personnes qui nous saluent. Donc, on vous salue en retour. N'hésitez pas à échanger autant que vous le souhaitez dans ce chat. Si vous avez des questions précises, par contre, je vous inviterai plutôt à le faire dans l'onglet qui s'appelle questions et de publier vos questions directement à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que ça permet aux autres participants d'aller mettre des petits pouces en l'air pour les questions qui jugent les plus intéressantes ou les plus pertinentes pour tout le monde. Et à la fin, on va essayer de garder un petit 10 minutes pour les questions et on priorisera celles qui ont eu le plus de petits pouces. Donc voilà, pour les questions, on essaie de prioriser cet onglet-là. Et puis dernier point, parce que la question est toujours posée, on ne vous enverra pas le contenu du PowerPoint présenté aujourd'hui. En revanche, vous aurez accès au webinaire en rediffusion sur notre site internet. Voilà pour la table qui est désormais mise. Donc, on va pouvoir y aller et puis je vais pouvoir transférer le partage d'écran à Cassandra qui va nous présenter un petit peu l'agenda de la journée. Donc, merci Clément. Je vais partager mon écran à l'instant. Donc, laissez-moi une petite seconde. Bear with me.
Et voilà, donc commençons en force. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est ici pour parler contenu, mais avant tout, ce qu'on voulait faire surtout, c'est de peut-être déjà de remettre les bases sur ce qui est important à comprendre. C'est que les tendances, ce n'est pas des orphelines, donc ça ne vit pas seul dans tous les cas. On va parler de base en contenu avant de rentrer dans nos tendances en 2026, puis on va finir avec le petit jeu dont Clément vous a parlé en début de session, avec une petite section conclusion et questions. Donc, avant de commencer, on veut se rappeler les bases de la stratégie de contenu. Donc, pour nous, avoir une stratégie de contenu, c'est déjà quelque chose qui est solide, ça reste la base, ça vient amplifier les tendances, ça ne vient pas nécessairement les remplacer. Une stratégie, ça va vraiment répondre à 3 grandes questions. Déjà, pourquoi on crée du contenu? Pour qui on veut créer ce contenu-là? Puis justement, quel impact on va aller générer avec ce contenu-là? Puis on va y arriver avec 5 grandes étapes dans une stratégie de contenu. Premièrement, avec la ligne éditoriale qui se veut un peu comme notre colonne vertébrale, vraiment, elle vient répondre à une question qui est essentielle. Pourquoi on veut suivre cette marque-là? Surtout dans un environnement qui est saturé, on veut créer une fréquence finalement qui va créer de la valeur. Donc, ça va créer une cohérence qui est narrative, une ligne éditoriale qui va être définie par exemple par le point de vue de la marque, les sujets qu'elle est légitime de parler. Évidemment, on va également s'intégrer dans les conversations culturelles tout en gardant son ADN, ses RTBs. Ce qui est important de comprendre, c'est que les créateurs de contenu performants aujourd'hui, ils ne parlent pas de tout. Hein. Les marques qui fonctionnent ne parlent pas de tout. Elles vont souvent s'approprier un territoire puis rester ancrées dans ce territoire-là, ce qui va créer de l'autorité. On pense à Nike, par exemple, avec le dépassement. On pense à Rode avec l'esthétique très minimaliste, le skincare ritual. On pense à Airbnb avec le belongings, les travel stories. Puis, le deuxième élément, c'est évidemment l'univers visuel. On ne peut pas passer à côté. C'est vraiment, aujourd'hui, les utilisateurs, là, il y a quelques millisecondes qu'ils ont pendant qu'ils scrollent ou souvent, ils ne s'arrêtent pas. D'où la notion de millisecondes. Puis avant même de lire ou de comprendre le sujet derrière le contenu, ce qu'ils vont percevoir en premier, c'est les couleurs, c'est les textures, c'est la composition, c'est les styles de photos, c'est la direction artistique. Bref, c'est un univers visuel qui est très fort, qui va permettre cette reconnaissance qui est immédiate, qui va créer de la cohérence entre le contenu, la marque, son ADN, qui va également créer un effet différenciateur, une perception de qualité. Parce qu'aujourd'hui, finalement, ce feed cohérent visuel-là va apporter des signaux de crédibilité versus un feed un peu plus décousu, un peu plus que moins d'harmonisation qui va créer un signal amateur. Donc, dans un contexte encore une fois saturé, l'esthétique ici, l'univers visuel va être un raccourci cognitif. Le positionnement, tant qu'à lui, le contenu ne va pas exister dans le vide. Hein. Il existe dans une culture, il existe pour une audience particulière, depuis une position de marque est bien définie. Puis sans ce positionnement clair-là dans le contenu, le contenu va souvent devenir générique, il va devenir très interchangeable, il va parfois malheureusement devenir invisible aux yeux de nos utilisateurs. Puis la première question qu'on veut se poser dans ce positionnement-là, c'est pourquoi on veut publier, puis c'est quoi qu'on va publier exactement? Au lieu de, c'est quel rôle ma marque elle va jouer dans la vie des gens. Puis, le positionnement culturel, par contre, va répondre à une question, en rentrant dans les conversations, comment on veut rentrer puis exister dans ces conversations-là? Par exemple, on veut rentrer par l'apport du bien-être, par le côté performance, design, minimaliste, technologique. Puis, beaucoup malheureusement, de stratégies ou de marques vont échouer, puis ils vont vouloir parler à tout le monde. Puis, souvent, le contenu qui parle à tout le monde parle à personne, parce que le but, c'est de parler à des audiences très précises. Très souvent pas à une seule personne, mais du coup, quand même, à des audiences assez définies. Donc, encore une fois, en plus, l'audience, on va plus loin, c'est pas seulement l'âge, le sexe, le revenu, l'ethnicité, c'est les aspirations que l'audience est là, c'est les frustrations qu'elle a, les irritants, c'est ses références culturelles, son style de vie, ses comportements numériques, ses comportements physiques dans la vraie vie. Donc, ça, c'est ce qu'on vient chercher ici. Donc, ce n'est pas un one fit all. Après, au niveau des piliers des séries de contenu, évidemment, c'est les territoires de conversation de la marque. C'est là qu'elle va aller chercher son côté légitime, sa crédibilité, qu'elle va aller chercher son effet différenciateur. Ça va créer de la cohérence, de la répétition, de la reconnaissance. Puis sans ces piliers-là, évidemment, la stratégie devient un peu, on publie ce qui nous passe par la tête. Des fois, on en a, des fois, on n'en a pas. Puis ce qui est important de savoir aussi, c'est que les algorithmes, ils vont beaucoup fonctionner sur une cohérence thématique. Puis évidemment, cette cohérence thématique-là, au niveau de l'utilisateur, va créer de la répétition puis de la mémoire de marque. Pour finir, le calendrier éditorial, une stratégie sans calendrier éditorial, ça reste un peu théorique. Hein. C'est un gros PowerPoint avec une centaine de pages. Je pense que vous en avez certainement tous fait ou vu, du moins. Ça reste dans le tiroir, mais le calendrier éditorial, c'est ce qui lui donne vie, ce qui donne une vision globale au contenu à produire
produit et à produire, mais surtout qui nous permet d'être ultra organisé, hyper clair, hyper activable, puis finalement aussi de pouvoir s'intégrer de manière full funnel, que ce soit dans l'intégration de votre calendrier marketing complet, donc médias, que ce soit de l'activation physique dans des événements, bref, de répartir vos efforts, d'être vraiment plus efficace au day-to-day. Donc, en ce moment, au Canada, c'est 33 millions de personnes qui utilisent les médias sociaux. Ça, c'est environ 82 de la population. Puis à ça, ben, c'est 56 déjà de ces Canadiens-là qui se disent submergés, stressés par le contenu, qui trouvent déjà peu pertinent. Puis ça, ben, ça crée déjà un filtrage qui soit conscient ou non des marques et des contenus qu'on a envie de voir ou de ne pas voir, en fait. D'où, encore une fois, la stratégie de contenu avant tendance. Ça crée cette différenciation-là, puis ça va aller travailler sur des signaux cognitifs qui vont nous permettre, qui sont essentiels pour aller, premièrement, capter l'attention, mais surtout la maintenir. Donc, voilà. Donc là, maintenant, on va rentrer dans ce que vous attendiez aujourd'hui, Tendance 2026. L'objectif, c'est vraiment d'aller des tendances, il y en a vraiment, ça vient, ça part, il y en a vraiment beaucoup. Après, il y a une différence aussi entre micro-tendances puis tendances. Les micro-tendances, c'est, si je donne l'exemple le plus de base, les petites danses, des fois qu'on voit sur TikTok, ça dure quelques jours, voire 2 à 3 semaines, mais ça ne reste pas nécessairement présent dans le temps très longtemps. Donc, c'est vraiment un format plutôt qu'une tendance. Mais une tendance, vraiment, c'est soit un mouvement, une tendance, ça va durer sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, dans le cadre du temps que nous imparti aujourd'hui, puis de la formation qu'on a avec vous, bien, on a décidé de vous mettre de l'avant 6 tendances qu'il ne faut pas sous-estimer en 2026. Sur ça, je vais laisser la parole à ma collègue Solène pour la suite. Merci, Cassandra. Alors, pour commencer un peu la section pour les présentations des tendances, on tient à remettre un peu en perspective que oui, les audiences vont sur les médias sociaux pour découvrir, comparer et valider, mais que de nos jours, c'est encore plus important dans un contexte où le social est aussi rendu un moteur de recherche. Par exemple, si jamais vous voulez aller faire une recherche sur c'est quoi le meilleur restaurant en ville, où vous pouvez changer vos pneus, le garage le plus proche, maintenant, l'audience utilise aussi cet espace-là pour comparer certains services et produits. 40% des jeunes utilisateurs préfèrent chercher sur TikTok ou Instagram directement avant même d'aller sur le moteur de recherche Google. C'est comme surtout sur TikTok, c'est une plateforme qui met aussi beaucoup de l'avant toute la proximité locale, donc pourquoi on fait ces recherches sur ces plateformes. Les algorithmes aussi priorisent pas seulement la popularité, mais aussi l'interaction et l'intention de l'audience envers leur recherche de contenu pour répondre à un besoin ou à un intérêt ou à certains comportements. 80% des contenus consommés sur TikTok proviennent des comptes que l'utilisateur ne suit pas nécessairement, mais qui ont été recommandés par l'algorithme. À force de faire certaines recherches, de magasiner, par exemple, sur TikTok Shop, certains produits, les plateformes et l'algorithme retiennent vraiment c'est quoi les intérêts, les comportements de l'audience et justement donnent des recommandations, que ce soit des nouveaux comptes qu'ils ne connaissent pas déjà, que ce soit même des nouvelles marques ou même des nouveaux services qui tiennent à mettre de l'avant pour que l'audience puisse justement y accéder plus rapidement et à vraiment attirer en fait leur attention. Un point qui est important aussi dans le contexte actuel, c'est que l'intelligence artificielle a vraiment démocratisé la production. Alors, aux côtés des marques, qu'est-ce qui va vraiment faire la différence? C'est vraiment l'expertise, comment ils vont l'adopter en fait à leur processus, que ce soit de création, de production ou même d'idéation de contenu, que ce soit pour générer des nouvelles idées ou que ce soit pour, par exemple, générer des nouvelles séries de contenu créatif sur les plateformes ou même que ça soit une création d'un visuel de A à Z. 87% des dirigeants en fait d'entreprises ou même d'organisations affirment que l'IA ne crée aucun avantage si, par exemple, les marques ou les entreprises ne l'utilisent pas stratégiquement
oui, on veut que ça nous aide à être plus productifs, même des fois, ça peut nous donner des idées ou même activer notre productivité, mais tout de même, on ne veut pas que l'IA remplace notre image de marque, on ne veut pas que ça remplace notre tonalité, on veut plus s'en servir comme guide ou partner plutôt que de remplacer, en fait, toute l'idéation stratégique en arrière de stratégies sur les médias sociaux. Maintenant, de nos jours, ça ne suffit plus juste d'être vu, il faut qu'on soit recommandé, choisi et retenu. C'est important que quand notre audience tombe sur nos contenus, que justement, ils fassent confiance, qu'ils aillent aux recommandations même que certains créateurs de contenu peuvent mettre de l'avant. 92% des consommateurs font davantage plus confiance à des recommandations, que ça soit bouche à oreille sur les contenus, les contenus, que ce soit des Reels, que ce soit des influenceurs, plutôt que juste des publicités normales sur les médias sociaux. Merci Solène. Donc, on va rentrer maintenant dans notre première grande tendance, IA comme infrastructure invisible du contenu. Donc, l'IA aujourd'hui, ce n'est pas juste une tendance qui est marketing. Selon KPMG aujourd'hui Canada, plus de 60% des travailleurs utilisent l'IA en ce moment dans leur travail de manière complètement autonome avant même l'implantation officielle des entreprises. Donc, c'est énorme. Puis ça va transformer beaucoup de dimensions dans le contenu qu'on va voir un peu plus bas. Donc, comme mentionné, l'IA, ce n'est pas juste une tendance qui est marketing, c'est un changement de paradigme. Puis ce changement-là, on l'a vu, là, par exemple, en 1995 avec l'arrivée d'Internet, en 2007 avec l'arrivée du smartphone, en 2010 avec l'arrivée du social media. Donc ici, oui, c'est une tendance en ce moment, mais c'est une tendance qui est un mouvement qui est là pour rester. Donc, pendant longtemps, l'IA, ça a été présenté pour un outil qui allait générer du texte, des images. C'est beaucoup réfléchi. On se rappelle de Midjourney, là, c'est ce qu'on voyait beaucoup il y a 2 ans. Puis c'est un des premiers vraiment IA là, qui était mis là, en lumière. Puis c'était beaucoup pour l'aspect créatif. Par contre, la réalité est autre. On assiste à un changement beaucoup plus profond que ça. L'IA, ça devient une infrastructure qui est invisible, encore une fois, à de nombreuses fonctions marketing avant même la création. Donc, on parle de la recherche d'insights, on parle d'analyse d'audience, on parle d'idéation stratégique, la production de contenu, l'optimisation de diffusion. Bref, ça veut dire que l'IA, elle transforme non seulement ce qu'on crée, évidemment, la création, mais elle supporte aussi, puis elle nous aide à prendre des décisions, puis à pousser nos réflexions plus loin. Mais ça veut dire que l'IA, elle va nous remplacer, nous, les experts en contenu, parce que, bon, je dis qu'il nous aide dans les phases de recherche, il nous aide à identifier les tendances émergentes, il nous aide à analyser, synthétiser, rédiger, il nous aide à amplifier notre phase d'idéation. Bref, il aide à tous les niveaux. Ça veut dire que, bref, on n'a plus lieu d'aide. Bien évidemment, la réponse courte, elle est non. En soi, comme toute bonne chose a toujours un side effect, puis le side effect ici, c'est l'uniformisation. Donc, quand il y a vraiment de nombreuses marques et de nombreux utilisateurs qui utilisent les mêmes outils avec les mêmes prompts, les mêmes modèles, les mêmes databases, c'est sûr qu'à un certain moment, quand on utilise ça de façon très basique, si je peux dire, le contenu qui va en sortir ou les idées qui vont en sortir, ou bref, le produit final, c'est sûr que ça risque d'être très similaire. Puis là, à ce moment-là, ça va créer de la frustration. Puis on a commencé à avoir un mouvement anti-AI movement, surtout auprès de la génération Z qui est très active sur les médias sociaux, où ils sentent en fait qu'il y a un manque de profondeur, qu'il y a un manque de crédibilité. Encore une fois, est-ce que ça veut dire que l'IA, il ne faut pas s'en servir? Non, effectivement, ce n'est pas ce que je veux dire. C'est qu'en soi, l'IA, oui, ça accélère la production de contenu, mais ça ne veut pas dire que ça crée tout le contenu pour toi. Donc, l'uniformisation, encore une fois, ça crée beaucoup de similarités si on utilise les IA de manière très générative et de base. Par contre, la valeur, elle va se remplacer dans une vision stratégique beaucoup plus approfondie, dans de la direction créative qui est beaucoup plus approfondie aussi, dans un point de vue éditorial. Donc, l'expert va devenir, c'est l'expert finalement, la finesse, c'est l'expert qui va être derrière cette finesse-là. Donc, encore une fois, ce n'est pas le AI finalement qui est le problème. Ce qui irrite vraiment les utilisateurs, surtout la génération Z, qui, en soit dit en passant, est 22% de la population au Canada. C'est un pouvoir conséquent en consommateurs qui ne cesse de grandir, de toute évidence. C'est l'usage un peu paresseux. Quand je dis paresseux, ce n'est pas l'humain qui est paresseux derrière, mais c'est la manière un peu... je crois qu'on est encore dans une étape d'apprentissage de ces générations-là, de cette AI-là. Donc, c'est l'usage un peu paresseux qui peut en résulter si c'est mal utilisé. Donc,
À ce moment-là, c'est pas, encore une fois, c'est pas pour remplacer la réflexion, c'est pas pour produire plus vite, pour maximiser les coûts en termes de j'ai besoin d'engager moins de monde, je peux faire plus de contenu, mais charger le même prix. C'est pas là pour ça, c'est là pour enrichir la qualité du contenu dans laquelle l'humain est encore bien présent dans le processus. Donc, les marques qui vont réussir vraiment, ce n'est pas celles qui vont juste utiliser l'IA. Ça y est, moi, j'utilise l'IA, je suis moderne, donc je vais réussir. C'est plutôt celles qui vont l'utiliser de façon extrêmement stratégique pour mieux penser puis pour mieux pousser les contenus. Donc, pas pour se créer de manière 100% tout pour elle. Donc, encore, elle va amplifier les réflexions, elle va supporter la vision. Donc, en ce moment, nous, on a quand même des petits IA préférés du moment chez Digital, dans Intégral de grand complet, là, que ce soit la fusée Digital, Génial, on a tous nos petits outils préférés. Donc, juste rapidement, ici, c'est le top 50 des AI sur le web qui sont les plus utilisés à ce jour, donc par téléchargement au niveau mensuel. Donc, ChatGPT demeure encore à ce jour celle la plus utilisée en grand public. Donc, elle a 2 fois plus de téléchargement puis de trafic que Gemini, par exemple, puis 2,5 fois plus d'utilisateurs sur le mobile. Donc, c'est 900 millions d'utilisateurs actifs au niveau hebdomadaire. Donc, c'est énorme. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un chiffre. Il y a vraiment, les gens, ils magasinent en ce moment. Il y a 200% d'augmentation de téléchargement ou d'utilisation au niveau de Claude, puis 258% au niveau de Gemini. Puis là, ici, c'est vraiment un ensemble de AI tout confondu. Donc, on a de la rédaction, de la stratégie. Donc, on pense à ChatGPT, Perplexity, on pense à Gemini, on pense à Claude. On a de l'analyse longue aussi. On a du côté très créatif visuel. Donc, on pense à Runway, on pense à Midjourney. De la recherche un peu plus augmentée, un peu plus approfondie. Perplexity, c'en est une. Donc, pourquoi on voit je viens de vous montrer 200% d'augmentation, 258% d'augmentation, c'est que récemment, là, il y a peut-être une semaine et demie, il y a un petit drama là, qui s'est passé sur ChatGPT, si jamais vous l'avez manqué, c'est que le Pentagone américain avait fait la demande aux compagnies hier de retirer certaines limites de sécurité pour une utilisation ultérieure dans le futur, peut-être, c'est à un moment donné, s'ils en auraient besoin, pour leur section militaire. Puis, il y a des entreprises, dont celle Anthropic qui est en charge de Claude, qui ont refusé. Donc, on a vraiment vu un switch finalement de ChatGPT vers Claude, puis qui finalement est un outil non seulement qui se divise en différents types de fonctions. Là, Claude, c'est vraiment un peu à la ChatGPT, c'est de l'idéation, c'est de l'analyse, c'est des insights, de la rédaction, mais on a aussi Claude Code, par exemple, on a aussi Claude Sonnet qui est plus pour un côté plus task management. Puis en plus, ça a un côté, ça apporte un ton, on se disait un peu plus tôt le anti-AI movement. Un des critères qui revenait souvent, c'est que tout était écrit pareil, ça manquait de profondeur. Claude a cette possibilité-là d'avoir un ton plus chaleureux, plus naturel, il y a de la mémoire disponible. La génération d'idées, elle est hyper rapide, de hook, de concept. Puis bien évidemment, l'utilisateur a une confiance puis en la plateforme un peu plus élevée que ChatGPT en ce moment pour son côté éthique. Nos autres préférés du moment seraient Perplexity, Grok et Popmeli. Donc, je n'ai pas mis Midjourney parce qu'on le connaît tous. Popmeli, c'est vraiment, ça a été lancé par Google Lab, en fait. Fait que c'est vraiment de la génération, de la création de brands, de campagnes. Fait que ça peut te générer hyper rapidement, en fait, des concepts visuels. Puis un concept visuel, après, si tu l'aimes, tu peux le pousser plus loin, puis ça peut te créer ce même concept visuel-là, créatif d'un contenu ou d'une campagne, de manière full funnel. Faire vraiment avec des formats différents pour des types de besoins différents. Ça va te prototyper, en fait, ces visuels marketing-là, puis ça va les explorer dans différentes directions artistiques jusqu'à ce que finalement, tu aies quelque chose qui convienne à l'ADN de ta marque parce que, bon, tu lui donnes, en fait, ces informations-là, que ce soit les couleurs, les typos, etc. Grok, ça a un côté plus analyse culturelle, donc ça a vraiment accès aux conversations en temps réel sur X. Donc, ça identifie les tendances culturelles qui sont hyper émergentes. Ça va analyser les réactions du public sur des sujets d'actualité. Ça va te permettre de comparer des points de vue. Bref, ça a un côté très humain, très in real life, vraiment en temps réel. Puis, Perplexity, c'est un peu à la ChatGPT Claude, mais ça a aussi un côté très idéation, analyse, insight, rédaction en temps réel au niveau du web. Donc, on switch maintenant à la tendance numéro 2. Donc, 2026, on ne peut pas en parler sans parler de l'ère du social search. Donc, pendant longtemps, puis depuis l'existence pratiquement des médias sociaux, les réseaux étaient principalement utilisés pour de la diffusion, du divertissement, se connecter avec sa famille, ses amis. Puis, les gens consommaient surtout du contenu qui suivait, on se souvient.
Donc, aujourd'hui, ben, premièrement, on ne consomme plus seulement du contenu qu'on suit. Puis surtout, on ne consomme plus les réseaux sociaux de la même manière du tout. Ils sont souvent utilisés comme des outils de recherche. Donc, les utilisateurs vont se tourner vers TikTok, vers Instagram, vers YouTube, même vers Reddit pour trouver de l'information pertinente, précise sur, par exemple, des restaurants, des produits, des destinations, des conseils pratiques. Fait qu'on ne se contente plus de scroller, en fait. On est vraiment là en mode, j'ai envie de scroller, oui. J'ai envie de me divertir, oui. J'ai envie de me connecter avec mes parents, ma famille, les marques que je suis, les sujets qui m'intéressent, mais surtout, j'ai envie de faire de la recherche parce que j'ai envie de bruncher dans 3 heures, je ne sais pas où aller, puis je vais faire une petite requête sur mon Instagram en mode Best Brunch in Montreal. Donc, c'est utilisé de cette façon-là aussi. Donc, c'est évolution de ce comportement utilisateur-là, évidemment, a été renforcé aussi par les changements récents qui se sont produits dans les algorithmes en 2025. Puis, on pense notamment à Instagram, où Mosseri a fait beaucoup d'interviews, où a pris beaucoup la parole sur la manière qu'Instagram allait revisiter, en fait, son algorithme, puis prioriser le contenu de manière différente. Donc, aujourd'hui, il utilise l'IA pour analyser le contenu de manière hyper profonde. Donc, il est capable de lire les mots-clés, il est capable de lire le texte, il est capable de lire les captions, il est capable, en fait, de reconnaître les voix dans les reels, puis de comprendre, en fait, ce qui est dit, puis le sujet global du contenu. Puis, à tout ça, ça va créer des signaux de qualité et de pertinence qui vont nous permettre de pousser le contenu aux utilisateurs qui sont en recherche de sujets ou d'informations assez précises. Donc, les hashtags qui ont été confirmés par Mosseri, ben, c'est plus quelque chose vraiment qui existe. Puis au contraire, la surutilisation à un certain point dénaturait puis baissait votre performance. Puis même TikTok a limité ses hashtags à 5 versus 30 très récemment. Donc, vous avez certainement vu que vous avez eu une baisse de vues sur vos plateformes méta, dont Instagram, vous avez eu une baisse d'engagement, etc. C'est normal, l'algorithme a changé, puis il a non seulement changé sur la manière qu'on pousse le contenu, puis qu'on crée de la valeur, puis on rank en fait vos pièces selon le besoin et la pertinence pour nos utilisateurs. Mais c'est surtout aussi qu'il a changé la façon dont il mesure le vue ou il mesure l'engagement. Donc, avant, une vue, c'était vraiment en mode, ça allait passer sur le téléphone ou ça allait passer dans l'écran de l'ordinateur, puis c'était considéré automatiquement comme une vue. Donc, à ce moment-là, même si la personne n'arrêtait pas sur le contenu, aujourd'hui, pour que ça soit considéré comme une vue, tu as besoin d'un arrêt complet. Donc, l'utilisateur doit s'arrêter complètement, doit regarder la vidéo un certain nombre de secondes. S'il interagit de toute évidence avec le contenu, ça va encore plus apporter un effet de tracking puis de rang pour vous propulser vers l'avant de manière organique. Les carousels ont été favorisés pendant un moment. Là, on les avait mis de côté. C'est redevenu un format qui est favorisé par l'algorithme, qui est attendu aussi par les utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi des formats dynamiques. C'est des formats comme le Reel qui nous permettent de la profondeur. Donc, contrairement, par exemple, aux vidéos qu'on consomme de façon passive, vraiment, c'est à sens unique. Hein, on consomme la vidéo la plupart du temps, puis ça va. Mais les carousels, en fait, ça demande une interaction assez active. Hein. Il faut faire défiler les images, il faut lire, il faut s'arrêter. Puis, évidemment, c'est souvent le format qu'on enregistre le plus et qu'on partage le plus. Donc, si une personne voit un carrousel en plus de ça sur son feed, mais ne pas nécessairement arrêter, mais ce qui est intéressant, c'est qu'automatiquement, Instagram va repousser ce carrousel-là jusqu'à ce que la personne interagisse, ou du moins, si elle n'interagit pas, ça va passer de l'image 2, l'image 3, l'image 4, l'image 5, puis on se rappelle, on peut aller jusqu'à 20 images aujourd'hui. Puis en plus, bien évidemment, c'est le format qui enregistre le plus haut taux d'enregistrement en termes de signaux sur les médias sociaux. Puis ça, c'est vraiment évidemment bien aimé de l'algorithme pour considérer que vous êtes une marque qui fait du contenu qui est pertinent, qui est utile surtout pour ses utilisateurs. Donc, toute cette notion de search-là, on connaît le SEO depuis très longtemps. Le SEO, c'est vraiment ce qu'on voit depuis toujours là, pour optimiser les recherches sur Google puis s'assurer que notre contenu soit dans les premières lignes sur la première page. Mais là, on vient avec le SEO. Donc, c'est le Social SEO. Donc, c'est l'optimisation de la recherche en social. C'est vraiment ce besoin que les contenus doivent être researchable. Donc, comment on fait ça? C'est que les captions doivent être plus informatives, les sujets doivent être hyper explicites, les mots-clés doivent être hyper clairs. Puis, bien, on le fait avec une recherche de mots-clés, oui, même titre qu'on le faisait avec SEO. On le fait avec une structure hyper claire de l'information sur vos contenus. Encore une fois, on fait avec des captions qui répondent souvent à une question. Donc, on a cette notion-là de question-réponse. On a des hooks explicatifs. Fait que, par exemple, avant, on était
votre titre visuel aurait pu être notre nouvelle crème hydratante. Aujourd'hui, ça serait davantage meilleure crème hydratante pour les peaux sèches en hiver au Québec, parce que c'est le type de recherche que les gens feront. Donc, l'algorithme va être à même de comprendre que vous avez exactement la réponse d'une recherche utilisatrice réelle. Il y a un petit bug sur mes deux petites secondes. Ça ne switch plus. Dites-moi si vous... Je vais départager et repartager. J'ai un petit... C'est bon, on ne bouge pas. Fait. Et je vois qu'il y a déjà pas mal de questions dans l'onglet questions. Juste pour tout le monde, on essaiera de garder 10 minutes, les 10 dernières minutes pour répondre au maximum de questions. Tout à fait. Donc, pour finir, cette notion de les médias sociaux, c'est du searchable. Maintenant, c'est vraiment utilisé comme outil de recherche. Mais en plus d'optimiser votre SEO, qui est extrêmement important pour vous assurer qu'organiquement, vous ayez un peu plus d'espace et un peu plus de points auprès de l'algorithme pour être poussé. Même chose au niveau du paid. Et en plus de ça, c'est le fait d'optimiser votre SEO aujourd'hui, ça va optimiser votre géo demain. C'est quoi le géo? Le géo, ça, c'est l'envers de la médaille, c'est les recherches qui sont faites sur les IA génératives, donc ChatGPT, Claude, on vient d'en parler, les recherches sont faites là, à cet endroit-là aussi. Donc, Google Search, qu'on a tous utilisé pendant très, très longtemps, a perdu un peu sur deux plans. Donc, les gens font des recherches sur les médias sociaux, mais ils font également des recherches sur les IA génératives. Donc, on va passer dans la troisième tendance, saturation, fatigue et phénomène analogue lifestyle. Donc, les réseaux sociaux produisent aujourd'hui un volume extrêmement conséquent de contenu. Puis, selon Statista, juste en donnant l'exemple d'Instagram, c'est 95 millions de photos publiées tous les jours sur Instagram. Puis, on s'entend que la production de contenu a augmenté plus que jamais, mais l'attention humaine, elle n'a pas changé. Les Canadiens, là, ils passent environ 2 heures par jour sur les médias sociaux à scroller ou bref, à être sur leur téléphone. Ce n'est pas nécessairement 2 heures de toute évidence qui sont collées. Donc, le temps d'attention est très, très limité. En plus de ça, cette augmentation de contenu vraiment exponentielle, ça crée un déséquilibre dans un environnement qui est saturé. Donc, physiquement parlant, il y a un nombre maximal de trucs qui peut se passer sur votre téléphone versus les millions de marques ou les millions de messages qui veulent parler aux mêmes utilisateurs. Puis l'attention, ça devient une ressource qui est très rare. Donc, ça crée de la fatigue qui est numérique, qui est cognitive. Ça crée un désengagement de l'utilisateur aussi. Ça crée une saturation qui est visuelle. Puis, ça crée de la désensibilisation aussi, d'une certaine façon. Donc, les utilisateurs sont exposés à ce flux-là qui est constant. Tu sais, oui, numérique, mais on pense aussi au flux qu'ils ont aussi dans la vie réelle. Là, les panneaux, les abribus digitaux, la radio, la télé, les annonces, ça n'arrête plus, ils sont exposés de toutes parts. Fait que cette surexposition-là, comme je mentionnais, ça crée cette fatigue-là, puis ça nous emmène vers une tendance ou un mouvement encore qui tend à aller vers des expériences qui sont plus calmes, plus intentionnelles. Donc, pour combattre ce doom scrolling-là qu'on appelle, il y a cette montée de l'analogue-là, il y a la montée du slow content, puis il y a la montée du offline culture. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est une volonté d'une déconnexion numérique, d'un mode de vie avec intention. Donc, on observe vraiment qu'il y a un regain d'intérêt pour des pratiques comme ou des pratiques ou des hobbies pour, par exemple, les livres physiques, les appareils photo argentiques, le journaling. Les gens vont faire de l'aquarelle, les vinyles, les cafés de lecture. Le côté de papier, là, on pensait que les livres, ça allait disparaître. La Gen Z, là, elle a rapporté ça en vent, là, les activités hors ligne. Mais ça ne veut pas dire encore, là, ça veut dire que là, ils veulent juste faire du hors ligne, ils ne veulent plus être sur les médias sociaux, ça sert à, non, le journey, il est quand même, d'une certaine façon, documenté. On le voit ici, les gens vont documenter leur journey de déconnexion. C'est juste qu'encore une fois, vous savez, l'expression « la qualité over la quantité », ça prend tout son sens ici. Puis les marques peuvent s'intégrer à travers ça. Par exemple, on pense à Coach, là, il y a environ 2 semaines, qui a lancé leur petit livre miniature en book chime. Les book chimes, c'était toute la tendance à la fin de l'année 2025 avec les laboubous de ce monde. Le book chime est resté. Coach a vu finalement la tendance de book charm, de toute évidence, ce côté un peu fashion, mais a vu la tendance de cette montée d'analogue, puis de déconnexion, puis de retour à des activités plus physiques, puis a créé ces petites miniatures de livres en book charm, puis ça le fait fureur sur les médias sociaux, ça le fait fureur sur le paid, on en voit encore un peu partout. Donc, il y a une manière quand même de s'intégrer. Puis, petite info ici, c'est quand même 22% de la Gen Z
c'est surtout dans la tendance se maintient surtout au niveau de la Gen Z, qui a ce besoin de déconnexion-là. Donc, bon, la réflexe, comme je dis, ça reflète une volonté de vouloir ralentir puis se reconnecter à des expériences un peu moins fragmentées. Puis là, ça veut dire quoi? Là? Ça veut dire que le contenu, on fait tout ça pour rien. Bien, évidemment, vous allez me voir venir. Ça veut dire que non, on ne fait pas ça pour rien. C'est juste que la pertinence et la finesse de ce qu'on fait bien, est plus prioritaire que jamais. Surtout dans un environnement, encore une fois, qui est saturé. C'est vraiment prioritaire qu'on arrive à mixer finalement un type de contenu qui n'est pas nécessairement dans le fait d'être bruyant. On n'est pas obligé d'être dans la quantité automatiquement. On peut mixer des contenus qui sont de plus calmes, qui sont plus intentionnels, plus esthétiques, plus contemplatifs, qui apportent une profondeur d'information, qui donnent envie de ralentir versus de consommer davantage. Donc, on pense à des formats qui sont plus lents, par exemple, des contenus qui valorisent la pause. On pense à des contenus qui vont créer une expérience, puis l'expérience, elle est créée visuellement. Parfois, elle est créée par le type d'information qui est partagée, versus de juste d'être l'objectif du contenu, d'être une visibilité supplémentaire. Donc, si je vous donne des exemples rapidement ici, bien, on a des types de contenus, par exemple, où il y a un mouvement léger, là, la vidéo ne fonctionne pas, mais dans les carrés que vous voyez, normalement, c'est des carrés qui vont bouger doucement, fait que ça attire l'œil, en fait, dans différents cadrans. Ça met de l'avant, en fait, des aspects très analogues de la vie, du lifestyle, tout en étant connecté. Donc, encore une fois, ce n'est pas le fait d'être complètement déconnecté, c'est d'être connecté avec intention. Même chose pour le second, là, on voit vraiment des calepins, par exemple. Bien là, on crée une expérience, on suscite la curiosité, on permet à la personne de s'arrêter. Donc, quand on parlait de ralentissement, on s'arrête, on appelle à interagir un peu plus longtemps pour trouver finalement cette personnalisation-là de produits à travers le contenu. On crée des contenus qui sont un peu plus doux, saisonniers, culturels, on a un sentiment d'appartenance. Donc, à ce moment-là, on a ici des contenus avec, c'est un reel avec finalement, qu'est-ce qui se retrouve dans ta boîte à gants avec des choses qui vont popper. C'est très finalement local. Puis, bien, il y a des contenus de profondeur. Là, on voit vraiment Substract là, qui est sur toutes les bouches en ce moment. Bien, c'est un espace qui nous permet d'ancrer une expertise. Ici, c'est vraiment quelqu'un qui est hyper connu dans le milieu des vins. Donc, il y a une manière d'apporter finalement cette expertise-là qui sont produits à travers des contenus qui te permettent de reposer ta tête puis de garder une pertinence puis de permettre une expérience aussi. On va passer à la tendance numéro 4, donc authenticité brute, aspirationnelle, intentionnelle et sensorielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, vous l'avez sûrement déjà entendu, parce que moi, je l'ai entendu souvent. C'était populaire dans mon temps, ça revient à la mode. Moi, j'ai entendu ma mère répéter ça des centaines de fois. Puis ça, c'est vrai, en fait. Les tendances, c'est rare que c'est en ligne droite, c'est très souvent très cyclique. Donc, une tendance va souvent créer son opposé parce qu'en fait, une tendance, à un moment donné, à créer de la fatigue, puis elle va déclencher son opposé. On l'a vu beaucoup dans un moment donné, on était dans le hyper-indépendance, puis on est revenu en ce moment dans une ère très féminine, très soft clean girl. Je veux dire, moi, je le vois partout, que ce soit dans le skincare, dans le wellness, que ce soit au niveau du sport. Même chose pour le côté plus créatif, mais au niveau intérieur design ou création en général. On était vraiment dans le minimalisme, dans le beige live, on se souvient, tout était blanc, beige, on avait peu de couleurs, puis on est complètement revenu à l'opposé. Puis ça, on l'a vu là, si vous avez passé sur le Pinterest Predict en fin d'année. On est vraiment dans la texture, dans les couleurs, dans les ornements. On mixe des trucs que normalement, on ne mixerait jamais. On est dans le côté un peu jelly, un peu fluo. On était à un moment donné dans le streetwear, on est revenu complètement ailleurs, on est rendu dans le tailoring. Tu sais, maintenant, on est vraiment rendu dans le quiet luxury, on n'a plus les brands de l'avant, on a vraiment le côté un peu old school, un peu vintage. Le thrift shopping est revenu super de la mode pour aller chercher des pièces plus vintage. Puis, ben, ça a été la même chose pour l'authenticité. Donc, vous me voyez venir, on était dans une authenticité qui était très émotionnelle, très inspirationnelle, très sans filtre pendant bien des années. Puis là, on voit un vent qui se retourne vers une authenticité qui est beaucoup plus composée, qui est beaucoup plus intentionnelle, puis qui est dans l'aspiration. Donc, l'authenticité émotionnelle, inspirationnelle, sans frais, ben, c'est qu'à un moment donné, c'est que les gens voulaient du vrai, de la vraie vie. Hein? Mais à un moment donné, quand tout le monde est trop vrai, c'est drôle à dire, mais quand tout ce que tu vois, c'est trop vrai, puis c'est trop raw, ben, c'est que ça perd en fait son unicité, ça perd de son côté spécial. Ça ne veut pas dire que les utilisateurs ne veulent plus d'authenticité. Ce n'est pas ça du tout. Ils veulent encore de la proximité, ils veulent de l'authenticité. C'est juste qu'ils la veulent différemment. Puis l'authenticité, ils la veulent de manière qu'elle est guidée par du leadership, par l'autorité. Elle est guidée avec goût, avec élévation, puis surtout, elle va aspirer. Là, vous me dites, bien,
C'est quoi ça, l'aspiration? J'y arrive. Donc, encore une fois, entre 2020 et 2024, on se rappelle très, très authentique, raw, des vidéos qui sont non filtrées, des moments émotionnels. Tu sais, on voyait beaucoup d'influenceurs pleurer à un moment donné, puis c'était beaucoup des confessions personnelles, c'était du contenu un peu messy, mais c'est ce qu'on voulait, c'est ce qui fonctionnait, c'était la vraie vie. Bien là, ce qu'on veut aller, c'est plus nécessairement sur des contenus qui, ah ben oui, je me reconnais, puis c'est moi aussi j'ai vécu ça, c'est vers autre chose. Fait qu'on se retourne vers une authenticité intentionnelle, puis ça, ben aspirer, ça répond à des audiences qui veulent de la proximité, mais qui le veulent surtout pour se faire projeter vers quelque chose qui est désirable. Donc, on se projette sur j'aimerais ça être comme ça, j'aimerais ça avoir ça, j'aimerais ça que chez moi ça soit comme ça, j'aimerais ça commencer tel sport. Donc, c'est vraiment de l'aspiration, c'est quelque chose qui est désirable. Donc, puis ça, on va le faire à travers de la direction artistique plus sensorielle, qui transporte ton utilisateur, une direction artistique qui est plus forte, des univers visuels qui sont hyper intentionnels, qui sont structurés. Puis on va avoir un peu moins de chaos puis de oversharing. Puis selon Nielsen Trust Report, c'est 90 des consommateurs qui font confiance aux personnes qu'ils admirent. Puis ces personnes-là, ce n'est pas parce qu'elles leur ressemblent, c'est parce qu'elles représentent ce qu'ils aimeraient devenir ou ce qu'ils aimeraient être dans un futur proche. Donc, encore une fois, les audiences veulent de l'authenticité, mais elles le veulent en mode pousser vers le haut, se projeter dans une meilleure version d'elles-mêmes, puis vers quelque chose qui est désirable. Puis ça, on a commencé à le voir à travers différentes marques, différents contenus, parce que le côté inspiré, je l'ai divisé en 3 façons d'aspirer. On le fait parce qu'il stimule leur sens. Donc, on a vu, on le voit avec Rod, avec Skim, avec Nespresso ici. Donc, le côté un peu, là, les sens, on voit de la texture, on voit des choses bouger, on va marier en fait des éléments que normalement on n'aurait pas cru marier ensemble. Tu sais, ici, on a un déjeuner avec des produits de beauté, on a le café avec évidemment, les ingrédients que dans ce café-là, on les sent, puis on les voit, puis j'ai l'impression que je peux les goûter. Évidemment, c'est vidéo, fait que ça crée encore plus d'effets sensoriels. On aspire aussi parce qu'il les tire vers le haut. Fait que là, vraiment, par exemple, les choses auxquelles je vais toujours dire oui, puis là, il y a tout un cheminement dans le carrousel de trucs très positifs qui te ramènent à dire oui, mais évidemment, c'est une marque qui parle. On a ici le diary, fait que là, il y a un côté très collage qui est très populaire en ce moment, qui fait très, très authentique, puis qui rappelle au côté analogue, on se rappelle, hein, le journaling, c'est un peu du journaling numérique. Puis le côté diary, là, c'est un peu ses places préférées, etc. Mais il y a le côté aussi productif, par exemple. Fait qu'en 2026, désolé, je suis occupée parce que, puis là, à ce moment-là, on voit qu'il y a Notion ici, on voit les différents éléments qui font en sorte que tu es occupé parce que tu es productif, puis tu as tes choses bien cadrées. Fait que c'est tout ce qui te pousse vers le haut. Fait que c'est le genre de contenu que les gens vont enregistrer parce qu'ils ont envie de devenir ça ou ils ont envie d'avoir cette productivité-là ou ce type de lifestyle-là. Puis, bien évidemment, parce que ça crée du désir. Puis ça, on l'a vu, là, je vous donne un exemple concret là, avec Love Story, là, tout le monde que je connais ont binge-watché. Donc, c'est l'histoire, évidemment, voyons, je perds son nom, Kennedy avec Caroline, donc leur vraie histoire. Puis évidemment, elle a travaillé chez Calvin Klein, etc. Fait qu'il y a eu un regain au niveau de Calvin Klein. Puis ça s'est transmuté dans les médias sociaux. Puis évidemment, ça a commencé à créer du désir autour de ce côté, de cet univers culturel-là qui est très, très années 90. Puis on a commencé à le voir un peu partout. Donc, c'est cette notion de désir-là, ici, c'est un exemple très concret, mais on le voit également dans plusieurs autres types de moments. Donc, sur ça, je vais laisser la parole à ma collègue Solène pour les 2 prochaines tendances. Solène, ton micro. Désolée. Alors, juste pour faire je pensais que c'était une tendance qui avait disparu, la tendance. Oui, mon micro est encore coupé. En fait, juste pour un peu répéter ce que je viens de dire pendant que mon micro était sur mute. En fait, il y a un retour des formats longs et des formats dynamiques en 2026. Désolée, mon Wi-Fi est vraiment mauvais, donc ça me... Et voilà. Vas-y, Solène.
Alors oui, les formats de contenu qui font un retour en fait en 2026 sont plus longs, mais c'est important qu'ils restent quand même dynamiques. On ne veut pas que ça soit des contenus qui ont perdu certains codes, comme les formats de contenu plus courts. Par exemple, même si la vidéo est plus longue, on veut qu'au début, ça capte l'attention rapidement, qu'on réponde à une question ou à un besoin dès les premières secondes, tout en racontant une histoire, peut-être en donnant plus de détails ou d'avantages sur un certain produit ou un certain service, tout en gardant, en fait, les règles de l'art des formats plus courts, d'attirer vraiment l'attention, de garder aussi l'attention le plus longtemps possible dans la vidéo. Les vidéos génèrent quand même 28,5% plus de réactions et 39% plus de partages que des contenus, par exemple, statiques et carousel. Les algorithmes favorisent en 2026 la rétention et l'intention. Les plateformes, ils distribuent vraiment les contenus en fonction de le temps de visionnage, justement, comme j'ai mentionné plus tôt. Le plus longtemps que votre audience a une attention active sur la vidéo, les résultats de performance vont être meilleurs, la rétention, mais aussi la complétion. Oui, les formats sont plus longs, mais dynamiques, ce qui cause en sorte qu'ils maximisent ces signaux et aussi la performance organique. Si on revient sur aussi la tendance des formats plus longs, 50% du temps passé sur TikTok, en fait, c'est consacré à des vidéos plus longues qu'1 minute. Fait qu'on voit vraiment un intérêt axé sur vraiment raconter une histoire, que ce soit des contenus qui captent vraiment l'attention du début à la fin. En fait, on s'installe vraiment un peu pour regarder un petit film, malgré que ça 1 minute à 20 minutes, même maintenant. Aussi sur YouTube, que c'est une plateforme qui était très populaire et qui redevient populaire aussi au niveau du temps de visionnage, en fait, pour les vidéos qui sont de plus de 10 minutes. 60% du temps, les contenus qui sont consommés sur la plateforme, c'est des contenus plus longs. Les marques doivent maintenant avoir une certaine stratégie hybride. Qu'est-ce qu'on veut dire hybride? C'est qu'on veut vraiment avoir une certaine formule magique. On veut la combinaison des formats courts et des formats longs pour vraiment maximiser la performance. Mais qu'est-ce qu'il faut surtout retenir? C'est que le contenu long permet vraiment de construire l'expertise, de démontrer une certaine crédibilité en mettant de l'avant ses produits ou ses services. Et les contenus courts servent vraiment à attirer l'attention et à favoriser la découverte. Pour une suspension, il y a 2 courants en parallèle. En ce moment, les plateformes comme Substack, les podcasts ou même les discussions sur Reddit attirent des audiences qui recherchent plus de profondeur. Fait que justement, on veut recevoir plus de détails, on veut aller chercher encore plus d'informations pour répondre à nos questions et à nos besoins. En ce moment, Substack compte aujourd'hui plus de 35 millions d'abonnés avec des millions d'abonnements paiement. Fait qu'il y a un gros potentiel de croissance et aussi une opportunité pour certaines marques justement de mettre de l'avant leur entreprise de l'avant. Reddit, de son côté, compte plus de 120 millions d'utilisateurs actifs au quotidien. Fait qu'on voit que c'est vraiment une plateforme qui est de plus en plus active en 2026. Maintenant, on rentre à la partie que personnellement, c'est ma préférée, les nouvelles tendances et quoi qui va être nouveau sur nos écrans au courant de l'année. Le premier point, Instagram maintenant est disponible sur une plateforme sur les télévisions intelligentes, vraiment sur vraiment le côté interactif sur pas juste sur nos téléphones, mais aussi sur la télévision. Vraiment, toute la consommation de contenu social devient vraiment un média de salon. Fait qu'on peut vraiment s'installer dans notre divan puis consommer tout autant sur un grand écran nos contenus quotidiens que normalement on consomme sur les réseaux sociaux.
Il y a aussi la mise de l'avant de TikTok Plays. Au début, on parlait beaucoup de la recherche, nouveaux restaurants, nouveaux brunchs et tout. Bien, justement, avec le TikTok Plays, ils vont justement intégrer un GPS culturel. Fait que même de la plateforme, on va être capable de voir si tel restaurant, tel service est à proximité sans sortir de la plateforme en faisant référence justement à des contenus vraiment TikTok à eux-mêmes et non de d'autres plateformes. Il va aussi avoir la nouvelle tendance, en fait, elle est déjà active si on recherche sur Pinterest. Par exemple, que ça soit une couleur dans un visuel ou que ça soit même une photo inspirationnelle de certains produits de cuisine. Il va avoir vraiment tout le shopping avancé, va être vraiment une machine à conversion. Fait que, par exemple, sur une image, on voit c'était un visuel d'une marque de maquillage. Justement, ils mettaient de l'avant leur ombre à paupières bleues et en sélectionnant sur la photo, on voyait directement c'était quoi le produit. Fait que ça mettait justement de l'avant le produit d'une façon, en fait, pour créer une inspiration pour l'audience. Sinon, aussi, YouTube introduit le co-watching. Fait que maintenant, en temps réel, vous allez pouvoir, via MetaQuest, vraiment regarder du contenu, que ce soit avec vos amis, votre famille, vos collègues de travail, puis vraiment partager des extraits d'une vidéo précise sans nécessairement partager le visionnage complet. On va vraiment chercher le côté collectif de la plateforme. Et Thread lance des espaces vraiment VR. Fait qu'on va pouvoir donner notre opinion, que ça soit sur certains enjeux politiques, que ça soit même au niveau de certaines nouvelles d'actualité, tout en étant dans vraiment une discussion audio et VR. Fait que ça va vraiment permettre aussi de remettre de l'avant le côté collectif de la plateforme. Les mises à jour sur les plateformes qu'on connaît très bien tous. Sur Instagram, il y a des nouvelles mises à jour avec des opportunités qui sont quand même très intéressantes pour justement mettre de l'avant les marques et les entreprises. Par exemple, il y a les nouveaux formats sur Instagram. Maintenant, les formats vont vraiment occuper une plus grande partie de l'écran mobile pour vraiment justement aller chercher le plus d'attention possible pour que l'audience aille aussi, qu'on aille chercher davantage, en fait, de l'engagement envers l'audience. On a aussi maintenant l'option de lier certains Reels. Un petit point bonus que je pourrais amener de l'avant, c'est une très belle façon de montrer vos collaborations avec certains créateurs de contenu avec certaines marques. Vous pouvez même, à l'intérieur de votre marque, relier deux Reels ensemble pour justement faire un peu une continuité, que ça soit une série de services, une série de produits, mais même au niveau de la collaboration avec d'autres intervenants. Il va aussi avoir la planification des trial Reels. En fait, on connaît en fait les fameux tests A/B un peu sur tout ce qui est plus au niveau payant. Mais maintenant, on peut justement faire un test de Reel pour un peu voir comment, en publiant ce contenu sur la plateforme, c'est quoi la performance, même avant la diffusion qu'on pourrait recevoir. Fait que ça permet justement de faire une certaine planification encore plus en avance sur les calendriers de contenu sur la plateforme. Et à partir du 1er juillet 2026, Meta vont ajouter des frais de localisation pour les publicités diffusées dans certains pays. Le coût supplémentaire va être quand même à penser avant même de faire certaines annonces payantes sur Meta. Les coûts vont être par rapport à quand les publicités dans quel pays vont être diffusées et non par rapport au pays que le compte provient. Fait que si par exemple votre compte vient du Québec, puis que vous publiez en Italie, par exemple, ou en Allemagne, ça va vraiment être ces pays-là que les frais vont s'ajouter et non parce que votre compte vient du Québec.
Parfait, merci Solène. On va passer parce qu'il nous reste seulement 5 minutes. Donc, Solène, on va passer à la dernière tendance qui est un peu la co-création des influenceurs. Donc, on va la passer rapidement, mais sérieusement, tout le monde, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn en message privé pour vos questions. Si on a passé rapidement sur certaines tendances, on a essayé de vraiment vous en donner le plus possible dans le temps qui nous était imparti. Mais rapidement, on va passer sur la dernière tendance, l'influence à la co-création. Donc, Solène, je te laisse la parole. Environ 5 minutes pour passer au travail. Parfait. On va faire ça rapidement, mais efficacement. Alors maintenant, en 2026, vraiment 70% des marketeurs utilisent déjà les créateurs de contenu dans leur stratégie marketing, mais le vrai changement, ce n'est pas l'influence, c'est vraiment que les influenceurs vont vraiment activer avec les marques un écosystème aux alentours, autour en fait des contenus en collaboration. Alors, que ça soit avec les créateurs au niveau de l'implication, au niveau de la création, participer aux idées ou à des concepts de contenu, que ça soit au niveau des interprétations, que, par exemple, ils traduisent certaines marques avec des codes qu'eux, ils connaissent que leur audience et leur plateforme le mieux. En fait, c'est eux qui connaissent leur ADN au niveau de l'audience. Ils vont vraiment adapter ces contenus à leur plateforme. Que ça soit au niveau de l'authenticité, on veut des contenus authentiques. Fait que justement, de mettre des contenus avec un côté humain de l'avant, ça va avoir vraiment une voix qui résonne avec les audiences. Que ça soit même dans l'implication des performances, des publications, justement, qu'il y a des créateurs de contenu en collaboration qui sont impliqués génèrent en moyenne entre 2,4 à 6,7 plus d'engagement. Fait que c'est un très beau indicateur de performance à retenir justement si vous voulez, soit que vous avez déjà des créateurs de contenu dans vos plans marketing ou que vous voulez justement en intégrer davantage. Et aussi l'implication au niveau de la distribution. Justement, les créateurs ne fournissent pas seulement du contenu, mais ils fournissent aussi leur audience qui est qualifiée. Les créateurs veulent vraiment justement construire des univers. Ils ne publient pas seulement du contenu, ils créent des séries, des univers, mais aussi des rendez-vous avec les audiences. Par exemple, moi, il y a certains créateurs de contenu plus favoris que je sais à chaque vendredi, ils vont sortir, par exemple, leur top 10 des essentiels de la semaine ou leur top 5 des habitudes plus lifestyle qu'ils utilisent au quotidien. Fait que justement, en mettant des rendez-vous avec leur audience, ça crée une certaine anticipation puis un intérêt encore plus grandissant. En moyenne, les consommateurs suivent des contenus de 14 créateurs versus 7 pour les marques. L'échelle vient vraiment des créateurs. 39% des marques en moyenne ne peuvent plus suffisamment, qu'on est tout un peu occupés jour après jour, ils ne peuvent plus produire suffisamment de contenu pertinent pour leur plateforme, dont l'implication de créateurs peut être vraiment une optimisation intéressante. Aujourd'hui, les algorithmes favorisent vraiment au niveau de la diversité créative, les perspectives multiples et aussi le contenu natif, fait que justement, d'avoir différentes perspectives en impliquant la marque et des créateurs de contenu va vraiment créer un écosystème qui va, avec les campagnes, générer un coût d'acquisition qui est plus faible, mais qui va nous donner justement une portée organique beaucoup plus forte, justement, parce qu'on grandit notre audience sur les plateformes. À ce rythme-là, est-ce que les influenceurs ou les créateurs ou la marque, en fait, on veut savoir c'est qui va influencer le plus les consommateurs sur les plateformes? La réponse est que c'est vraiment la collaboration qui est la clé. Les créateurs ne servent plus justement à donner de la visibilité, ils vont aussi générer de la conversion. Pendant longtemps, les créateurs étaient surtout utilisés un peu comme un panneau publicitaire, mais maintenant, justement, en créant certaines relations avec eux ou avec leur audience, ça va vraiment influencer que ce soit des décisions d'achat ou de réservation de services de leur audience envers certaines marques ou même certaines entreprises, parce que 74% de l'audience font plus confiance justement à des créateurs de contenu.
vraiment mettre de l'avant que les créateurs deviennent des partenaires. On veut vraiment aller chercher au niveau de la co-création des produits, partager les revenus et même participer à la construction de certaines marques. Les collaborations vont vraiment devenir des véritables partenariats à long terme, ce qui augmente beaucoup la crédibilité au sein de vos audiences. Merci Solène. Donc, désolée, il nous reste 2 minutes pour répondre à des questions, puis avec le petit jeu que Clément, on a préparé pour vous faire gagner une formation gratuite. Je pense qu'on va se permettre de dépasser un petit peu si nécessaire, sauf si vous avez un meeting tout de suite, juste après Solène et Cassandra, mais on va peut-être prendre un petit 5 minutes pour prendre au moins les quelques questions qui ont eu beaucoup de votes. Et puis ensuite, on passera au quiz pour ceux qui peuvent rester. La première question, c'est une question de Lorraine qui a été très populaire. 27 personnes ont dit oui, je veux avoir une réponse à cette question, qui est au Québec, est-ce qu'on fait des postes bilingues ou un poste en français, un poste en anglais? C'est quoi votre avis là-dessus? Oui, la réponse est assez claire, en fait, c'est que obligatoirement, tu dois avoir le poste en français. Puis on prend l'exemple très récemment à Montréal, il y a une petite boulangerie italienne, ils se sont fait ramasser. Là, il y a quelqu'un de l'Office de la langue française du Québec qui est allé sur place dans leur petite boulangerie. Puis on s'entend, là, c'est même pas une chaîne, c'est une petite boulangerie dans un petit quartier à Montréal qui faisait des TikTok avec juste de l'anglais. Puis ben, ils ont reçu une amende, etc. Donc on se dit que bon, ces menaces-là ne sont pas vraies, mais elles sont vraies. Donc, ça s'est passé la semaine dernière. Donc, oui, pour le français, absolument, doit être présent sur vos contenus. Donc, vous ne pouvez pas avoir du contenu seulement en anglais. Pour le contenu bilingue, après, ça dépend de votre audience, ça dépend de votre position de marque. Il y a des marques puis des comptes avec lesquels je travaille qu'on ne publie entièrement qu'en français parce que ben, leur audience, leur public cible, le public qu'ils veulent viser, mais le public acquis aussi est seulement francophone. Donc, à ce moment-là, on ne le fait qu'en français. Après, ben, il y a des comptes avec qui on fait le côté bilingue sur les contenus organiques. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va réduire pour éviter la nuisance visuelle. On va s'assurer d'avoir des formats qui sont plus courts textuellement dans la hiérarchie d'information. Mais il n'y a pas en fait de mauvaise ou de bonne pratique. Ça dépend de votre positionnement, ça dépend de votre marque, ça dépend du service et du produit que vous mettez de l'avant. Puis dans tous les cas, vous pourriez être 100% en français en organique. Puis quand vous êtes en paid, bien, vous avez l'option quand même de pouvoir faire de l'anglais, du français avec des audiences et des bassins prédéfinis. Donc, j'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. La deuxième question qui a eu du succès, c'était celle de Benoît qui disait est-ce que aller commenter sous ses propres publications Facebook, c'est intéressant pour booster son engagement? Et est-ce qu'aller commenter en tant que marque des contenus de personnalité ou d'autres marques, ça valait la peine? En fait, la notion de commenter, encore une fois, je pense que c'est une pratique qui est personnelle à votre stratégie de contenu. Il y a des stratégies de contenu dans lesquelles cette notion de commentaire-là, elle est moins présente. Par contre, en fait, c'est jamais une mauvaise pratique de commenter puis de lancer l'interaction puis la conversation avec vos audiences. Quand on parlait de proximité puis de vouloir créer de la communauté, bien ça en fait partie aussi. La marque en soi, justement, il y a des humains derrière cette marque-là, puis les gens, ils veulent sentir qu'elle est accessible. Puis la notion d'accessibilité, bien, c'est de pouvoir lui parler, d'avoir des réponses, d'avoir un va-et-vient qui est dans les deux sens. Donc, ce n'est pas une mauvaise pratique. Par exemple, ça n'a pas vraiment d'enjeu sur le taux d'engagement ou l'algorithme, etc. Mais selon l'audience que vous avez, qui est parfois plus, qui parle plus qu'une autre, bien, ça peut justement susciter plus d'engagement. Ce qui est une bonne pratique aussi, c'est, par exemple, on le sait, on ne peut pas nécessairement, quand on partage un lien, par exemple, sur Facebook, ça te crée automatiquement un visuel qui n'est absolument pas ce que tu veux mettre comme contenu. À ce moment-là, quand on invite les gens à se rediriger vers notre site web ou vers une formation La Fusée, par exemple, on a tendance à pouvoir le mettre dans les commentaires, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook ou même TikTok a ça aussi. C'est en mode, aller voir la réponse dans les DM ou dans la caption. Donc, ce comportement-là utilisateur du côté marque est très répandu puis fonctionne assez relativement bien. Super. Juste par rapport à la question précédente sur en français ou en anglais, Gwendy, est-ce que, donc finalement, juste pour préciser, est-ce qu'on devrait faire un post séparé, un en anglais et un en français ou un seul post bilingue? Ta réponse, c'est ça dépend. Le français doit être présent sur ton contenu. Après, si c'est un carousel, ça reste un format. Donc, nous, des fois, si à la demande du client, on avait vraiment la première image qui était francophone puis la deuxième qui était anglophone, c'est quelque chose qui est possible. S'il y a vraiment un surplus d'informations puis ça ne rentre pas dans une image puis vous n'arrivez pas créativement parlant à les faire bien vivre ensemble. Mais un contenu unique, par contre, ne peut pas être seulement en anglais, malheureusement, au Québec. OK. Super, merci beaucoup. Et puis, allez, on va essayer d'en prendre encore deux. Il y a celle de Pierre
l'impact du social SEO sur LinkedIn. Elle est technique, celle-là. Quel est l'impact du SEO? En fait, LinkedIn a aussi son propre moteur de AI. Fait qu'au même titre que le SEO, SEO, là, je vous donnais l'exemple d'Instagram, on donnait l'exemple de TikTok, mais en fait, LinkedIn fonctionne de la même manière. Donc, c'est la lecture des captions, c'est la lecture des visuels, la pertinence de l'information qui se trouve à travers le contenu. Donc, ça, c'est capable d'être lu par la plateforme. Puis, contrairement aux autres plateformes, ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que ça fonctionne encore vraiment sous une cadence. Moi, dès que j'aime quelque chose ou que je partage quelque chose, j'ai tout mon réseau qui va le voir, puis ça a vraiment un effet boule de neige qu'on ne trouve plus vraiment sur les autres plateformes. Donc, à ce moment-là, c'est la même chose. Puis, LinkedIn, ce qui est bien, c'est que d'emblée, c'est toujours très souvent, il y a très peu de contenu de divertissement ou juste du contenu juste pour être là. C'est beaucoup de contenu d'expertise, beaucoup de contenu qui répond à des questions. Fait que d'emblée, ça se retrouve très souvent, en fait, dans les moteurs de recherche. Quand on parlait de JO avec les IA génératives, bien, ça se retrouve déjà à ces endroits-là. Donc, après, ça dépend aussi si vos settings sont faits de façon privée ou publique, mais dans tous les cas, si vous avez des settings publics, vous n'avez pas besoin d'être suivi pour voir vos contenus, ils vont apparaître dans les moteurs de recherche. OK. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous partager l'écran pour le quiz en parallèle, mais on va prendre la question suivante qui était celle d'Elisabeth qui demandait quel serait votre conseil numéro 1 pour les OSBL qui veulent bénéficier des nouvelles tendances. Et puis en parallèle, si vous voulez, on parlait justement de LinkedIn, si vous voulez rentrer dans le réseau de Cassandra, le lien vient de s'afficher aussi sur votre écran. Je te laisse répondre pour les OBNL. Et moi, je vous partage mon écran de mon côté pour que vous puissiez commencer à vous inscrire pour le quiz qui s'en vient. C'est sûr que cette question-là est plus délicate parce que là, c'est très spécifique. Donc, les tendances, puis on le disait, autant que ce soit des micro-tendances ou des tendances, ça doit s'inscrire dans une stratégie de contenu qui est déjà solide, qui a déjà des bases. Donc, on comprend déjà votre public cible, on comprend déjà votre expertise ou la légitimité que vous avez derrière ce que vous mettez de l'avant. Puis la tendance va venir s'accrocher à ça. Après, au niveau par exemple, quand on parlait du mouvement de AI, avec tous les outils de génération, que ce soit visuel, créatif, au niveau des tâches quotidiennes, que ce soit en insight, en génération, en analyse de documents, en recherche culturelle, bien, c'est sûr que là, ça peut vous aider à trouver des réponses plus rapidement parce que je sais que vous avez souvent une niche qui a moins de ressources internes. Mais après, pour le côté plus créatif, bien, là, il faudrait vraiment voir ensemble la stratégie que vous avez en place pour être capable de pouvoir aller voir quelle tendance fait du sens pour vous. Donc, il n'y a pas malheureusement une réponse fit all pour celle-ci. Ça marche. Et puis, donc, vous pouvez vous inscrire en même temps, vous vous connectez sur kahoot.it et vous mettez le petit code PIN que vous voyez sur votre écran. Et pendant que je vois que plein de gens sont en train de nous rejoindre, il y a Pascal qui posait globalement la même question, mais pour le B2B cette fois. Donc, comment transporter cette tendance dans un contexte B2B? J'essaie de faire le pont entre les précieux renseignements transmis et une clientèle professionnelle. Bien, je vous dirais que surtout le EI, c'est ce qui serait pour l'instant là. C'est sûr que c'était une formation qui est plus basée sur du B2C. Donc, les tendances ont souvent, on prenne souvent forme beaucoup plus dans le B2C. Après, par contre, il faut se rappeler, les gens derrière le B2B sont aussi des utilisateurs, des consommateurs. Donc, la manière que vous mettez votre contenu de l'avant peuvent se régler. Je pense que c'est la même réponse que j'aurais avec la réponse précédente. Ça dépend aussi de c'est quelle organisation B2B dont on parle ici, c'est quelle audience. Et si vous avez du B2B très finance, là, à ce moment-là, on peut se coller sur autre chose. Mais ça, il faudrait en parler de manière plus précise ensemble. Là. Mais sérieusement, je pense que les AI peuvent vous aider vraiment à bâtir des plans plus précis pour vos prochaines stratégies. Et en tout cas, un très très grand merci Solène et Cassandra pour toutes vos réponses. Je suis désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais vous avez été super actifs aujourd'hui dans l'onglet questions. Si jamais vous en avez davantage, on vous avait mis en lien le contact de Cassandra sur LinkedIn. Vous pouvez aussi aller sur digital.ca et nous contacter directement pour toutes questions relatives au contenu. Ça tombe bien, c'est leur métier et on sera ravis de vous accompagner là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a un code promo en cours pour toutes nos formations. On a aussi des formations médias sociaux si vous voulez creuser, qui durent, soit on fait des formations privées, donc là on va vraiment s'adapter à vos besoins et adapter le contenu, soit il y a des formations de groupe sur les médias sociaux qui pourraient aussi potentiellement vous intéresser. Donc un immense merci encore Cassandra et Solène. Et puis sans plus attendre, on va démarrer
le petit quiz. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont jamais participé encore, que c'est évidemment, il faut bien répondre aux questions, mais il faut aussi y répondre rapidement, puisque en cas de 5 sur 5 pour plusieurs personnes, ce sera le plus rapide qui se verra sur la plus haute marche du podium Bonne en ces temps de chance! Jeux Olympiques. Bonne chance à tous. Et c'est parti pour la première question. Les signaux cognitifs dans le contenu servent principalement à quoi? Donc là, on est en début de webinaire, il devait être midi 10. Est-ce que c'était créer une page de marque esthétique, capter et retenir l'attention, démontrer son expertise ou bien aucune de ces réponses? Donc l'aspect cognitif dont nous parlait Cassie au début, et effectivement, c'est capter et retenir l'attention, ce qu'elle a visiblement réussi à faire puisque vous avez eu la bonne réponse, notamment Marjorie, Mec et Val, qui sont pour l'instant en première place. On continue. Aujourd'hui, les algorithmes favorisent surtout les comptes qui ont le plus d'abonnés, qui obtiennent le plus de likes, qui génèrent de l'intérêt actif et de l'intention, ou bien qui publient tous les jours. Normalement, celle-là aussi, si vous avez été attentif, vous l'avez tous, qui génère effectivement de l'intérêt actif et de l'intention. On continue. Bravo Lorraine pour les bonnes réponses et bravo à tous les autres, les 80 et quelques autres qui ont tout bon. L'intelligence artificielle me permet surtout de réduire mes coûts salariaux, enrichir ma réflexion et aller plus loin dans mes idées, ne plus avoir à réviser mes contenus ou bien remplacer une équipe d'experts. Je vois que vous êtes très, très, très vif sur la gâchette aujourd'hui. Il en reste quelques-uns. Effectivement, à ce stade, en tout cas, il n'y a pas encore de remplacement immédiat prévu. Cassandra en parlait aussi des biais relatifs à ça. L'idée ici, c'est surtout d'enrichir sa réflexion et d'aller plus loin dans ses idées. On continue, il reste 2 questions. Lorraine creuse un petit peu le trou en tête, mais il y a Edith et LLTCT qui sont en embuscade. Papineau est là aussi. Je pense que Papineau était déjà très fort au quiz du dernier webinaire, si c'est le même Papineau. En tout cas, en 2026, comment elle est perçue, l'authenticité? Est-ce qu'elle permet de s'élever, de se projeter? Est-ce qu'elle permet de me ressembler, de m'inspirer ou de me rendre émotif? Ça aussi, je crois que c'était toi, Cassandra, qui insistait sur ce sujet-là tout à l'heure. Elle est un petit peu plus difficile, celle-là. Mais effectivement, la perception de l'authenticité qu'on a, c'est m'élever et me projeter. Je ne sais pas si tu veux repréciser ce point-là, Cassie. En fait, l'inspiration, elle ne disparaît pas. C'est qu'il y a un courant qui revient vers l'aspiration. Donc, on se rappelle, on partait de l'inspiration, on est inspiré par le fait que ça nous ressemble, on est inspiré par le côté très émotif de l'authenticité. Puis l'authenticité a pris un tournant différent vers l'aspiration. Donc, on ne veut plus justement s'inspirer parce que ça nous ressemble, on veut s'aspirer, puis on veut que ça nous élève plus loin, que ça nous projette vers quelque chose qu'on aspire à devenir ou qu'on aspire à faire. Génial. Et donc, plutôt, d'où tu parlais des gens qu'on admirait, qui avaient tendance à revenir dans la tendance. 90%, oui. On continue. Je cherche mon petit bouton suivant. Justine est toujours là. Bien, la première d'ailleurs, j'ai eu gros changement j'étais pas concentré, mais gros changement sur le podium avant la dernière question. Justine, Marjorie, Marie. Il nous reste une question. C'est parti. C'était au tout début le pourcentage des 18-24 ans qui déclarent préférer faire certaines recherches sur TikTok ou Instagram plutôt que sur Google. D'ailleurs, il y avait eu une question dans le chat par rapport à ça. Je vous avais mis la source en réponse, la source qui était TechCrunch, et donc c'était un des pontes de Google qui parlait de ça et qui disait que sur certains types de recherches, typiquement, c'était notamment pour les recherches de restaurants ou les recherches locales, les 18-24, une majorité, pas une majorité, mais une portion importante d'entre eux faisaient leurs recherches sur TikTok ou Instagram, et le chiffre, c'était effectivement 40%. J'avoue que sur celle-là, tu as mis un petit piège, Cassandra, parce il fallait être attentif à la minute 2, mais il fallait bien ça pour départager tout le monde. Les autres questions étaient plus faciles. Je me disais, à un moment donné, il fallait avoir un déséquilibre dans les réponses pour avoir un gagnant. Bien sûr. Évidemment. Et il y a quand même eu 24 personnes qui ont suivi et qui avaient bien retenu le chiffre des 40%. Donc, on va voir maintenant le podium. En 3e position, on a Marie. Bravo Marie pour ses 3684 points. 2e place au pied du podium, Marjorie. Et notre grand ou grande champion ou championne du jour, attention, suspense, c'est Justine. 3706 points.
Bravo Justine, Félicitations. tu remportes la formation de ton choix. Donc, n'hésite pas à nous contacter sur notre site web et pour récupérer ton gain. Pour tous les autres, un grand merci d'avoir été attentif jusqu'à maintenant et d'être resté un petit peu plus longtemps que prévu. Bah, il y avait beaucoup de choses à dire et puis on a passé un bon moment. Donc j'espère que ça vous a apporté plein d'apprentissages que vous allez pouvoir appliquer. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, Solène, Cassandra. Moi, mon mot de la Ben fin, oui, c'est ben, vraiment de vous remercier infiniment pour votre présence et puis pour toute l'énergie que vous avez mis dans ce webinaire. tout à fait. Moi, ça m'a super fait plaisir d'être ici. Désolée, j'ai la bouche là en feu. Là, j'ai plus de salive. J'essaie de vous bâtir quelque chose avec ben, trop d'informations. En fait, il faudrait peut-être faire une formation de 2 heures la prochaine fois, Clément, pour qu'on prenne. Tu sais, mon conseil de prendre ça plus mollo, la douceur et le ralentissement, ben, il faudrait se l'approprier aussi. Mais ça m'a vraiment fait plaisir d'être là encore. N'hésitez pas, écrivez-moi sur LinkedIn si vous avez des questions, s'il y a des tendances qu'on a passées un peu rapidement. C'est des questions un peu plus spécifiques pour votre marque à vous, votre produit à vous, votre positionnement à vous. Ça me fait plaisir de vous écrire dans les prochains jours. J'ai des gens qui me demandaient pour le LinkedIn, on l'a mis en lien, mais je l'ai également mis dans le chat, là, comme il y a certaines personnes qui le demandaient, mais Clément, si je ne me trompe pas, si les gens cliquent sur le côté lien, ils peuvent avoir accès. Ben voilà, donc c'est affiché à l'écran là, pour les gens qui le redemandaient. Mais encore une fois, merci surtout de vous avoir connecté et d'avoir dépassé avec nous un petit peu. Merci tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Au revoir. Bye bye.